Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique et on commence avec les titres de cette édition. Au moins 37 morts et une soixantaine de blessés, c'est le bilan de cet attentat qui a touché la plage du Lido à Mogadiscio en Somalie. L'attaque a été attribuée aux islamistes Shebab qui l'ont revendiqué. En Tunisie, les candidats à la présidentielle ont jusqu'à mardi pour présenter leur dossier. Les opposants font face à de nombreuses difficultés administratives. Le scrutin aura lieu dans 2 mois. Reportage de nos correspondants à suivre dans ce journal. Et puis le Nigeria veut être l'un des pionniers dans la lutte contre le braconnage. Son ministre de l'Environnement a dévoilé une sculpture la semaine dernière qui représente un éléphant, symbole de son combat contre le commerce illégal de l'ivoire. On ouvre ce journal avec cet attentat en Somalie, à Mogadiscio, le plus meurtrier de ces derniers mois dans le pays. Au moins 37 personnes ont perdu la vie, une soixantaine ont été blessées. Les islamistes Shebab, proches du groupe Al-Qaïda, ont revendiqué l'attaque. Le récit de Nicolas Chamontin. Un afflux incessant de blessés dans les hôpitaux de Mogadiscio. Ces personnes sont des rescapés de l'attaque menée vendredi par les Shebab. Les témoins racontent le moment où un kamikaze s'est fait exploser. Nous buvions du café et du thé, mais tout à coup, une forte explosion a retenti et les gens ont commencé à s'enfuir. Ensuite, 4 hommes armés sont arrivés et ont commencé à tirer. Ils ont tué tout ce qu'ils pouvaient. Les autorités ont lancé un appel au don du sang, auquel a notamment répondu cet habitant. Je donne mon sang pour aider ceux qui en ont désespérément besoin. J'ai quitté ma maison tôt ce matin. J'ai attendu longtemps pour donner mon sang. L'attentat a eu lieu sur le front de mer de la capitale somalienne, un quartier huppé rempli d'hôtels et de restaurants chics, prisés par les hommes d'affaires et les fonctionnaires. Selon de nombreux témoins, la plage était particulièrement fréquentée. Sans surprise, les Shebab ont revendiqué l'attaque la plus meurtrière depuis plusieurs mois à Mogadiscio. Le groupe islamiste affilié à Al-Qaïda mène des attentats réguliers dans la capitale, dont ils ont pourtant été chassés en 2011. Les salafistes, partisans de l'instauration de la charia en Afrique de l'Est, contrôlent des zones rurales du sud et du centre du pays, où ils extorquent des millions de dollars par an aux locaux. Une situation à laquelle Hassan Sheikh Mohamud compte mettre fin. L'an dernier, le président a promis une guerre totale aux Shebab et rallié des milices locales avec le soutien de l'Union africaine et des États-Unis. Une offensive qui donne pour l'instant des résultats mitigés. Le Sahel en proie à une fuite de ses habitants. Les juntes militaires au Mali, au Niger et au Burkina Faso avaient promis une amélioration de la situation sécuritaire en arrivant au pouvoir. Et pourtant, les civils sont toujours la cible privilégiée des groupes armés terroristes dans ces pays. On va s'intéresser à la situation au Niger. Notre correspondant régional est allé à la rencontre de Nigériens qui voient leur avenir ailleurs. Regardez son reportage. Être couturier dans la région de Tawa a toujours demandé un certain sens de l'organisation. Coudre, emballer et livrer les villages ruraux, y compris les plus reculés, faisait partie du métier de ce professionnel. Aujourd'hui, à cause de l'insécurité dans cette région, il s'est installé dans un atelier de fortune, et plus pour longtemps, puisque ce tailleur a décidé de quitter le Niger avec sa famille. Ici, la menace des groupes armés terroristes est devenue trop forte. Ils s'en vont vers la côte. D'abord, nous irons à Niamey. Ensuite, on prendra le bus pour aller jusqu'au Ghana. On pourra tirer quelque chose d'une nouvelle vie là-bas. À défaut de quitter le pays, une large partie des habitants de la région de Tillabéri, frontalière du Mali et du Burkina Faso, ont déjà quitté leurs villes et villages. Aujourd'hui, plusieurs centaines d'entre eux se sont réunis à Niamey pour partager leur détresse à l'appel d'un collectif citoyen engagé pour la paix. Il y a une recrudescence des attaques. Les solutions appartiennent à nos autorités, c'est à elles qui ont l'obligation, c'est leur devoir régalien, de sécuriser les populations et leurs biens. Malgré les alertes de plusieurs ONG locales et internationales sur la situation sécuritaire qui se dégrade au Niger, la junte au pouvoir, elle, défend un bilan qu'elle juge positif. Selon les agences onusiennes, début juin, ce sont plus de 100 000 personnes ayant fui les atrocités terroristes dans le Sahel central qui étaient installées au Bénin, au Togo, au Ghana,
ou encore en Côte d'Ivoire. Parmi eux, une part croissante de Nigériens, une crise qui exerce une pression supplémentaire sur les ressources alimentaires de ces pays. La crise sécuritaire est le principal facteur de l'insécurité alimentaire qui, couplé à la crise sécuritaire, conduit au mouvement ou accélère le mouvement de population. Donc, il y a un lien très fort entre l'insécurité alimentaire, la crise sécuritaire et aussi les déplacements de population enregistrés du Sahel vers les pays côtiers. Selon plusieurs sources, cette pression migratoire, principalement dans les régions nord des pays côtiers, a donné lieu à plusieurs affrontements entre communautés depuis le début 2024. On vous en parlait vendredi. La République démocratique du Congo a rendu hommage aux victimes de conflits armés. De nombreuses manifestations ont eu lieu à travers le pays, à Kisangani, mais aussi à Goma ou encore Bukavu dans l'est de la RDC. Les protestataires dénonçaient notamment les violences commises par le M23, un groupe armé soutenu par l'armée rwandaise. On écoute tout de suite un militant de la Lucha, Richard Mandoka, au micro de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. C'est aussi une occasion pour nous de lancer un message fort à la communauté internationale qu'ils puissent sanctionner les agresseurs. Entre autres, ce sont les Rwandais et l'Ouganda. Et aussi, nous exigeons aux troupes étrangères, les Rwandais, les M23, les Jadenanga, qui ont occupé illégalement le territoire congolais, de se retirer dans un bref délai. Et au-delà de ça, nous demandons au gouvernement congolais de mettre en place des stratégies qui vont permettre à ce que le territoire congolais soit récupéré. Nous voulons la paix, nous voulons la paix. La Tunisie se prépare à organiser l'élection présidentielle dans 2 mois. Les candidats ont jusqu'au 6 août pour présenter leur dossier. Mais en raison de nombreuses difficultés administratives pour les opposants politiques, ils seront dans les faits très peu à pouvoir briguer un mandat à la fonction suprême. Regardez ce reportage de nos correspondants à Tunis, Lilia Blaise et Hamdit Lili. Dans son salon à Tunis, Faiza Chebi contemple à travers des photos la carrière politique de son mari. Issam Chebi, secrétaire général du parti El Joumouri et opposant à Kais Sayed, est emprisonné depuis plus d'1 an, sans avoir eu de procès. Il a voulu présenter sa candidature à la présidentielle du 6 octobre, mais sans succès. Ni son avocat ni son parti n'ont pu obtenir une procuration de la justice pour le représenter lors de la collecte des parrainages. Dès le début, nous avons rencontré beaucoup d'obstacles pour présenter sa candidature. Idem pour le parti qu'il avait choisi comme candidat. Et donc, Issam a jeté l'éponge et annoncé son retrait car il semble qu'il n'y ait plus rien à faire. C'est entre les mains d'un État qui fait ce qu'il veut. D'autres potentiels candidats ont été confrontés aux mêmes obstacles administratifs, comme Abir Moussi, opposante, emprisonnée également et présidente du Parti des Stouriens libres. Malgré ces problèmes, ses avocats ont tenu à déposer son dossier de candidature, même incomplet, et vont avoir recours à la justice. Nous allons avoir recours au tribunal administratif pour évoquer ce qu'on appelle le fait du prince, qui est l'un des cas prévus par la loi tunisienne comme étant un cas de force majeure. L'un des cas de force majeure qui font qu'un citoyen est dans l'impossibilité de faire quelque chose, si c'est par le fait de l'administration, on qualifie ça par le fait du prince. Un climat tendu et antidémocratique selon un collectif d'associations et de partis politiques qui ont tenu une conférence de presse jeudi. Nous réclamons une égalité de traitement entre tous les candidats. Il faut arrêter de réprimer les droits et les libertés de chacun, sinon on ne peut pas parler d'élections transparentes et démocratiques. Face aux polémiques, l'instance électorale a déclaré qu'elle est objective et ne fait qu'appliquer les conditions électorales établies par la Constitution. L'Algérie s'apprête elle aussi à organiser une élection présidentielle le 7 septembre sur fond de scandale, puisqu'une enquête a été ouverte concernant la vente de parrainage. Une 50aine d'élus auraient été soudoyés pour donner leur parrainage à des candidats à la présidentielle. Au moins 3 prétendants à la plus haute fonction seraient impliqués. Leur dossier aurait déjà été rejeté.
Et l'Algérie, justement, est assurée de terminer avec une médaille en boxe aux Jeux Olympiques. Iman Khelif s'est qualifiée en demi-finale tout à l'heure en battant la Hongroise Anna Luca Amori dans la catégorie des moins de 66 kilos. En boxe, les demi-finalistes qui ne rejoignent pas la finale terminent forcément avec une médaille de bronze. Iman Khelif affrontera mardi la Thaïlandaise Janjaem Suwanapeng. On va maintenant s'intéresser à cette sculpture dévoilée la semaine dernière par le ministère nigérian de l'Environnement. Elle représente un éléphant et elle est composée de plus de 6 tonnes d'écailles de pangolin et de défense d'éléphants broyés. Le gouvernement veut l'utiliser comme symbole du combat contre le braconnage. Clémence Valère. C'est un colosse de 6 tonnes et 2 mètres de long qui trône désormais devant le parc national d'Abuja. Une sculpture dédiée aux animaux menacés, dévoilée par le Bureau environnemental du Nigeria. Le pachyderme a été fabriqué à partir d'écailles de pangolin et de défense d'éléphants broyés, confisqués aux braconniers au cours des dernières années. Les autorités veulent faire de cette sculpture un symbole contre le braconnage. Nous l'utilisons pour encourager davantage le processus d'application de la loi et la collaboration, pour symboliser l'importance de la collaboration dans la lutte contre les espèces sauvages menacées, mais aussi pour sensibiliser la population sur le besoin de coexister avec ces espèces. Le Nigeria est signataire de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Mais le pays est devenu une plaque tournante du trafic d'animaux sauvages vers l'Asie. Au cours des 30 dernières années, le Nigeria a perdu 75% de sa population d'éléphants. Aujourd'hui, il en reste moins de 400 dans le pays. Ce déclin est attribué au conflit entre l'homme et l'éléphant, à la perte d'habitat et au braconnage. Selon le rapport analytique 2022 de l'ETIS, le premier semestre 2019 a connu 3 des plus importantes saisies d'ivoire jamais réalisées, totalisant plus de 25 tonnes, dont près de 7,5 tonnes de défense saisies en Chine, après avoir été exportés du Nigeria. Chaque année, au moins 20 000 éléphants d'Afrique sont tués illégalement pour leur défense, malgré l'interdiction du commerce de l'ivoire. Depuis la fin des années 70, le nombre d'éléphants sur le continent est passé d'1 300 000 à environ 450 000 aujourd'hui. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.